fondamentaux. J'ai parlé des droits de la défense, par exemple, mais je pourrais notamment évoquer la manière dont, dans certains États membres, on envisage de rendre des décisions de justice par voie exclusivement numérique. Je rappelle die digitaal zijn. Voor de Europese Commissie is het belangrijk om te blijven samenwerken met focus op mensen. Op die manier leggen we de focus. Décision, même si il y aura une assistance d'intelligence artificielle de plus en plus dans les processus. Donc je tiens aussi à évoquer cet aspect de l'évolution numérique. Il y a bien entendu la facilitation du fonctionnement et la meilleure résilience dans le fonctionnement des systèmes judiciaires. Il y a le respect pour chacun qui a droit à un accès aisé à la justice, en ce compris les personnes les plus vulnérables, mais il y a aussi, ce sera peut-être le sujet d'une autre rencontre que vous aurez organisée, il y a aussi à faire en sorte que la numérisation n'entraîne pas de discrimination ou de violation des droits fondamentaux dans la manière de rendre la justice. En tout cas, merci encore de votre attention et merci encore d'avoir organisé ces rencontres. Si on peut vous convier dans le salon, avec toute la prudence et la distance nécessaires, bien sûr. Quelques questions encore, si vous le voulez bien. Vous venez d'évoquer d'ailleurs, en quelque sorte, cette importance, mais on a envie de savoir quelles seront les prochaines étapes, en fait, d'un accès européen à la justice. Je rajouterais d'ailleurs, même aussi pour nos concitoyennes et citoyens qui se trouvent par exemple à l'étranger dans l'espace européen et qui immanquablement dans cette digitalisation pourraient trouver aussi, j'imagine, un peu de facilité. Quelles seront les prochaines étapes? Mais les prochaines étapes, je le disais d'abord dans mes remarques, c'est d'aider les États membres à développer évidemment un certain nombre d'outils, mais d'aider aussi à l'échelon européen au développement d'un certain nombre d'outils. Et l'aspect financier est évidemment un aspect crucial. Donc le plan de relance, la capacité que nous avons d'organiser la relance et la résilience à travers des moyens colossaux mis à disposition des États membres grâce à une dette commune, cette capacité doit notamment servir évidemment à franchir les prochaines étapes, faire en sorte que les États membres investissent dans des outils numériques dans les systèmes judiciaires, mais que ces outils judiciaires soient compatibles les uns avec les autres. Et l'idée, c'est vraiment alors de faire en sorte, et nous allons proposer des mesures demain allant dans ce sens, de faire en sorte que le canal numérique soit rapide, bien entendu, mais aussi fiable, je l'évoquais, permettant aux citoyens comme aux entreprises de communiquer avec les autorités judiciaires nationales par ce nouveau mode de transmission d'informations. La voie électronique, en fait, doit devenir d'une certaine manière la voie par défaut dans l'Union européenne. Vous le savez, j'ai eu l'occasion d'exercer d'autres fonctions antérieurement, mais je me souviens d'il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, on a commencé à mettre en place des outils numériques, notamment dans le domaine fiscal. Il y avait peut-être un plus grand intérêt des autorités à collecter l'impôt qu'à organiser l'évolution des systèmes judiciaires. Mais aujourd'hui, tout le monde trouve tout à fait naturel de travailler par voie digitale et de trouver son dossier par voie numérique sur Internet en matière fiscale. Dans beaucoup d'États membres, pas dans tous, heureusement, il est encore très difficile d'avoir accès à son dossier judiciaire par cette voie. Donc on veut vraiment renforcer cette démarche. Et puis alors, il y a des situations plus particulières, parce que nous avons besoin, par la voie numérique, d'améliorer l'échange d'informations dans des domaines très spécifiques. Je pense notamment la lutte contre le terrorisme. Les échanges d'informations dans cette lutte contre le terrorisme sont des éléments particulièrement importants. Et la façon aussi de faire travailler ensemble des équipes d'enquête, des équipes communes d'enquête qui existent déjà au niveau européen. L'outil informatique va aider évidemment à aller dans cette voie. Une simple précision, dans la mesure où les budgets disponibles, vous voulez encourager les États à les utiliser dans cette voie-là ou sur cette voie-là, c'est quoi? À coup d'influence gentille, ou bien est-ce que vous avez une capacité d'intervention directe en les sommant de les utiliser? Alors, il y a une capacité assez directe parce qu'il y a 11 critères, je vous rassure, je ne vais pas les énumérer, dans la façon d'adopter les plans de relance et de résilience des États membres. Alors, il y a deux grands éléments d'abord qui sont en avant. Nous demandons d'investir au moins 30% des moyens de la relance et de la résilience
dans le Green Deal, donc dans la transition écologique. C'est faire en sorte qu'il y ait vraiment une volonté de montrer que l'on progresse en la matière. Mais nous avons prévu aussi, et je l'ai évoqué tout à l'heure, 20% dans le numérique. Je vous dirais que dans les plans approuvés jusqu'à présent, on est même monté à plus de 26%, donc les États membres ont été plus loin. Mais c'est à coup de discussion avec les ministres de la Justice lors des conseils justice au niveau européen que j'ai pu faire passer progressivement le message de convaincre les collègues dans les gouvernements de consacrer une partie de ces moyens numériques aussi aux services publics, pas seulement aux entreprises et aux acteurs privés, mais aux services publics, et dans les services publics, aux services de justice. Et je dois dire que dans la plupart des plans, j'ai salué le plan belge, mais il y en a beaucoup qui vont dans ce sens, nous avons maintenant cette démarche. Nous devons montrer l'exemple aussi au niveau européen. Donc il y a un portail de la justice au niveau européen qui existe, qui permet de rendre aussi plus accessible la justice. Et j'ai cité la communication que nous avons adoptée à la fin de l'année dernière sur la numérisation. Elle portait sur la numérisation et la formation. Parce que bien entendu, dans beaucoup d'États membres, pour répondre à votre question, investir c'est une chose, mais il faut que tous les acteurs aient réellement la capacité alors d'utiliser les outils. Et la formation n'est pas seulement une formation au droit européen, c'est aussi une formation à l'utilisation des outils numériques. Fatma ? Monsieur Reynders, une autre question qu'on vous posait. En quoi la numérisation de la justice constitue-t-elle un défi pour l'Union européenne concrètement ? Je vous dirais, je reprenais les déclarations que je faisais dans mes remarques tout à l'heure. Je vous dirais tout d'abord que c'est un défi sur le plan de l'infrastructure et de l'investissement dans les États membres. C'est pour ça, je ne vais pas le redire, que les plans de relance et de résilience sont importants, parce qu'il y a des différences très nettes, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les États membres. Parfois avec des surprises, parce qu'on a des exemples en tête, notamment dans les pays baltes très avancés. On oublie que d'autres, la Belgique est un cas, mais d'autres pays ont développé fortement ces outils. Donc ce que nous devons vraiment faire, c'est renforcer l'infrastructure et mettre d'une certaine façon tout le monde un peu à un niveau avancé. Alors au niveau européen, on a déjà un outil qui permet de démontrer comment faire fonctionner un logiciel de communication qui est une référence pour sécuriser, je l'évoquais tout à l'heure, donc avoir des transferts fiables de données dans la coopération judiciaire transfrontalière. C'est ce qu'on appelle e-Codex. Alors e-Codex, c'était une initiative gérée par un consortium d'États. J'espère que nous allons aboutir au transfert progressif de cette compétence à une agence européenne, EULISA. Mais pour vous donner une idée des priorités aussi des États membres, mais de l'Union européenne, EULISA, c'est une agence qui développe des projets numériques pour les affaires intérieures et la justice maintenant. 95%, 95% des moyens vont au développement d'outils numériques pour les affaires intérieures. 5% pour la justice. Donc il y a un enjeu majeur devant nous de transférer cet outil performant e-Codex pour le gérer au niveau européen, mais aussi pour continuer à l'avenir à développer des projets dans les années qui viennent. Alors c'est pour mettre tout le monde à un niveau suffisant d'investissement par le soutien financier que j'évoquais, mais aussi par des soutiens techniques. Donc nous allons développer des projets et des outils informatiques, je dirais, qui pourront être utilisés d'une certaine façon clé sur porte par des États membres pour avancer plus rapidement. Ce sont ça les défis principaux, c'est vraiment de montrer que, on le sait dans les États membres, il y a souvent un étranglement entre le volume de dossiers gérés par les services de police, par exemple, et la capacité de les absorber dans le domaine judiciaire. Je dirais que l'investissement numérique peut-être aider à faciliter cette évolution. Alors, vous l'avez entreaperçu, vous le savez, on vous en a informé. Toute l'après-midi, on a parlé inclusion sociale, évidemment. Déjà ce matin, on évoquait digitalisation en rapport ou non avec cette inclusion sociale. De manière générale, dans quelle mesure est-ce que les politiques européennes, quand on a un commissaire sous la main, on se permet dans quelle mesure les politiques européennes soutiennent-elles l'inclusion sociale et l'inclusion sociale dans son volet d'accès à la justice? Alors voilà, il y a des objectifs évidemment dans la décennie qui s'ouvre, donc jusque 2030, en matière d'inclusion sociale liée au numérique de façon générale. Bon, on se donne toujours des objectifs ambitieux, donc 80% des citoyens devraient avoir une formation et une capacité d'utiliser des outils en matière numérique. C'est un élément important de développement. Et donc, on a vraiment ce genre de volonté de faire participer tout le monde, finalement, à ce développement, mais à condition, on retombe sur l'infrastructure,
que, vulnérable ou non, public à risque ou non, on ait accès à un haut niveau de connectivité et donc que, de nouveau, les infrastructures dans tous les territoires ne laissent plus des zones sans couverture, donc des zones dans lesquelles on ne pourrait pas avoir accès à quelque service que ce soit, pas seulement en service de justice. Quand on regarde la situation en matière de justice, il y a d'abord un premier principe, je disais, c'est de travailler avec un numérique par défaut, c'est ce qu'on va essayer de développer le plus possible, mais en gardant quand même à l'esprit que pour une partie des publics, il faut laisser ouvert l'accès par d'autres moyens plus traditionnels. En d'autres termes, ce n'est pas parce que le numérique est par défaut qu'on doit fermer la porte à un accès papier ou à une capacité d'encore introduire des documents, d'introduire des dossiers, d'introduire des demandes par la voie traditionnelle, par exemple, du papier. Ce qu'on demande en tout cas, et on l'a fait dans d'autres secteurs, c'est que les professionnels, eux, utilisent vraiment la voie numérique. Mais on doit rester attentif au fait que, quand je disais 80% des personnes devront pouvoir être suffisamment formées d'ici 2030, de façon générale, au numérique, quand on devra avoir une connectivité très forte, ça montre bien qu'il y aura encore des personnes qui tomberont en dehors de cette situation. Et là, à travers leur action directe ou à travers des associations, j'ai entendu la fin du débat précédent, il faut permettre encore l'accès par d'autres voies. Donc, ne pas se tromper, le numérique ne va pas remplacer complètement la situation. Si je peux juste me permettre, dans de nouveau cette vie antérieure que j'évoquais, quand vous devez remplir votre déclaration, je rappelle toujours de revenus, parce que les gens parlent d'une déclaration d'impôt, on ne vous demande jamais de déclarer les impôts, les revenus suffisent, l'administration se charge de définir les impôts, mais une fois que vous souhaitez le faire par voie numérique, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez aussi aller trouver l'administration et être aidé à introduire dès lors votre déclaration. En matière de justice, qu'est-ce qui empêcherait de se rendre dans des services judiciaires et d'être alors aidé par les services judiciaires pour introduire un dossier par voie numérique, même si on n'a pas la capacité de le faire soi-même, soit pour des raisons de formation, soit pour des raisons d'accès. Mais ça veut dire en tout état de cause que la formation qui devra s'étendre aux justiciables devra aussi s'étendre au personnel du monde judiciaire qui devra s'y faire. Hein. Alors dans les programmes de formation que nous avons mis en avant quand nous sommes venus l'année dernière en décembre avec cette communication sur le numérique et la formation, l'idée est d'étendre effectivement à tous les praticiens. Il faut se rendre compte que des juges, des procureurs, mais aussi toutes les équipes des greffes, tous les staffs dans les cours et tribunaux ou dans les parquets doivent pouvoir être formés à de nouveaux outils qui vont venir de plus en plus en activité dans le monde judiciaire, mais les avocats, les praticiens qui travaillent avec le service de justice, je pense aux notaires, aux huissiers, enfin on pourrait en ajouter d'autres, doivent pouvoir avoir accès aussi à cette formation. Alors nous donnons la priorité dans nos programmes, je l'ai dit au ministre de la Justice, évidemment aux magistrats et aux procureurs et au staff dans les cours, tribunaux et parquets. Mais ça ne nous empêche pas de travailler aussi avec des barreaux, avec d'autres professionnels pour augmenter encore cette capacité de formation. Merci pour ce panel et ce paysage que vous nous avez brossé à grands traits. Merci beaucoup. Avec plaisir. Dank u wel, Europees commissaris Didier Reynders. Merci, commissaire européen Didier Reynders, pour votre venue, votre allocution et avoir répondu à nos questions. Et je retiens que la digitalisation n'est pas au-dessus de l'inclusion sociale. Les deux vont de pair. Ça, c'est le message clé qu'on a entendu toute la journée. Donc, on a parlé le matin de la digitalisation et l'après-midi de l'inclusion. Donc, c'est une histoire où les deux se valent. Merci bien, monsieur le commissaire Didier Reynders. Et pour clôturer complètement la journée, nous aimerions donner la parole à quelqu'un qui a dû suivre toute la journée, puisque beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de points ont été partagés, et si on ne se retrouve pas dans ce labyrinthe, on va essayer de vous quitter avec des conclusions claires. Qui d'autre que Daniel Fleur, directeur général législation, liberté et fonds fondamentaux du SPF Justice, pourrait nous faire ceci. Et toutes les équipes de votre invitation et de votre collaboration, et à vous qui nous avez suivis. Je vous en prie. Oui, merci.
Voilà, het was een zeer boeiende dag. C'était donc une journée très fascinante avec beaucoup d'aspects qui ont été traités. Il y avait deux objectifs. Il y a deux objectifs. Premièrement, la digitalisation de la justice et deuxièmement, l'inclusion sociale et également les inclusions sociales. Ce sont deux choses distinctes, naturellement, mais ces choses sont-elles compatibles, complémentaires? C'était l'objectif de cette journée d'études, d'avoir cette discussion et d'en débattre. C'est de savoir ce qu'on entend par l'accès à la justice. Et peut-être comme fil conducteur de toutes les interventions qui ont eu lieu pendant la journée, on peut distinguer trois éléments dans l'accès à la justice. D'abord, une dimension procédurale. L'accès à la justice, c'est l'accès au juge, c'est l'accès au tribunal, dans une approche de processus. Mais il y a également une dimension substantielle. L'accès à la justice, c'est l'accès à une solution qui est juste, la possibilité d'avoir la justice qui soit rendue. Enfin, il y a une dimension institutionnelle, et elle a été beaucoup abordée aujourd'hui. Il y a bien sûr l'ensemble des acteurs du monde de la justice, les magistrats, les avocats, mais il y a aussi d'autres acteurs, et c'est ce qui a été discuté peut-être plus cet après-midi, et l'ensemble contribue à l'accès à la justice dans les deux sens du terme, procédural et substantiel, en tenant compte de la dimension préventive. On a dit, lorsqu'on prévient, eh bien, on fait un gain en aval, puisqu'on a prévenu la difficulté, et aussi la dimension alternative. Premièrement, nous avons entendu notre président du SPF, Jean-Paul Janssens. Il a présenté un certain nombre d'initiatives de projets du SPF Justice. Et ensuite, le ministre Vincent Van Quickenborne a explicité sa politique sous trois pots, donc plus humain, plus rapide et ferme. En ce qui concerne la numérisation, ce qu'on peut certainement dire, c'est qu'il y a une accélération de la digitalisation s'annonce. Il y a donc une augmentation substantielle du budget pour les années à venir, un budget européen pour la digitalisation dans le cadre du plan européen de relance et de résilience. Et puis également le renouvellement, remplacement de matériel en justice, donc plus de 20 000 appareils, augmentation du budget structurel TIC, recrutement d'une cinquantaine de nouveaux collaborateurs pour le département TIC, et également un certain nombre de projets d'envergure qui sont en cours. Donc une accélération, une extension de ce que nous faisons dans le cadre de la numérisation. Le ministre, nous avons entendu deux professeurs, le professeur Christophe Dubois et Ilse Marien, qui ont mis en perspective l'objectif de numérisation avec celui de l'accès à la justice. Le professeur Christophe Dubois a parlé des invisibles, des indigents, des incapables, des dépassés, qu'il a confrontés aux hyperconnectés et aux addicts. Et en indiquant par là tous ceux qui sont ou bien pas suffisamment à bord ou qui sont trop à bord, et en tout cas qui entraînent un changement profond dans les relations sociales. Le professeur Dubois a également évoqué une question importante, qui n'a pas été évoquée par la suite dans le cours de la journée, mais qui est très importante, c'est celle des données. La numérisation génère des données, et ces données, elles peuvent être utilisées pour l'intelligence artificielle, et le risque ou la question qui se pose, c'est qui va gérer ces données. Alors on a dit qu'il y a des questions de protection des données personnelles, mais il y a aussi la question de la marchandisation. Qui va être responsable? Quel est le rôle des pouvoirs publics dans la gestion de ces données?
Dan heeft de professeur Ilse Marien gesproken over... Et puis la professeure Ilse Marien a parlé de la E-inclusion, et pour elle, la E-inclusion, ça impose donc une approche sur mesure. Elle ne voit pas de lien automatique entre l'inclusion sociale et l'inclusion numérique. Il y a un certain nombre de facteurs et les personnes doivent être soutenues. Pour chaque profil, nous devons développer donc une mesure sur mesure. Avec plusieurs intervenants qui a été un débat très intéressant, on peut commencer par dire que le premier terme qui a été utilisé, c'est le terme de fax, ce qui est évidemment un peu troublant dans le cadre d'une journée sur la digitalisation et la numérisation de la justice, mais ça montre bien d'où vient la justice en Belgique et ce qui est encore en fait la pratique quotidienne de certaines juridictions, de certains avocats et de certains services de police. Alors, je retiens comme éléments qui sont sortis du débat les idées suivantes. Il est temps d'avancer dans la digitalisation aujourd'hui. La digitalisation, c'est une opération qui peut être gagnante à la fois pour les acteurs du système de justice et pour les justiciables, mais il est nécessaire de maintenir un accès humain. La digitalisation ne peut pas complètement remplacer la dimension humaine, et le commissaire l'a dit tout à l'heure par rapport à certaines catégories plus vulnérables, la dimension humaine est particulièrement importante. Enfin, il y a eu l'idée qu'il fallait tenir compte des besoins des utilisateurs, l'idée de dire lorsqu'on fait une approche top-down, on peut rater l'objectif. Il faut d'abord savoir quels sont les vrais besoins des utilisateurs pour construire une solution plutôt bottom-up et également accompagner le changement, élément très important. Matinée consacrée à la digitalisation, après-midi consacrée à l'inclusion sociale et à l'e-inclusion. Tout d'abord, nous avons entendu Alexandre Le Sif, président du SPP Intégration Sociale, qui a parlé de la pauvreté et de l'accès à la justice. Son constat, c'est qu'un certain nombre de personnes ne font pas reconnaître leurs droits. Elles préfèrent rester en marge des règles et s'arranger à l'amiable. Il a formulé des recommandations. Pour lui, il faut travailler au niveau individuel des personnes, au niveau des administrations, de l'accès à l'administration et aussi par des réformes législatives. Ensuite, la professeure Élise Dermine a proposé l'idée d'un cabinet multidisciplinaire dédié dans le cadre d'une approche holistique de l'accès à la justice en disant il faut non pas un avocat par affaire, mais un cabinet multidisciplinaire par personne, pour avoir un suivi de la personne dans sa singularité. Elle a aussi évoqué l'idée qui a été reprise par la suite que ce qui est fait en amont prévient ce qu'il faudrait faire en aval et qu'une approche préventive est finalement gagnante également en termes d'économie, en termes de coûts pour la justice. Ensuite, nous avons eu un débat foisonnant sur la question de l'inclusion sociale. Il y a eu trop de choses pour que je puisse toutes les noter et surtout pour que je puisse en faire état de façon structurée maintenant. On a parlé, Madame Mailly a parlé des rattrapés par la justice et donc en allant dans le même sens que de l'idée de Monsieur Le Sif que les personnes ne font pas reconnaître leurs droits. Il y a des personnes, elles sont rattrapées par la justice, elles ne veulent pas la justice parce qu'elles ont peur de la justice. Elles ont peur d'être prises dans les filets de la justice et d'en sortir moins bien qu'elles ne sont avant. Et donc là, il y a un grand problème de peur, c'est-à-dire de manque de confiance dans ce que la justice peut apporter aux catégories les plus vulnérables. Ensuite, on a abordé la question de la classe moyenne en disant, finalement, l'accès à la justice, les systèmes d'aide juridique, ils ont un seuil. Et bien sûr, les personnes qui sont en dessous du seuil ont peut-être une difficulté psychologique avec la justice, mais pas de difficulté financière puisqu'elles peuvent être aidées. Par contre, dès qu'on dépasse ce seuil, la justice coûte très cher et en fait, il y a des citoyens qui peut-être sont plus conscients de leurs droits, mais ils savent qu'ils n'ont pas l'argent pour les procédures qu'ils devraient mener. Et donc c'est ce qui a été appelé l'effet de seuil, et l'idée a été évoquée par l'avocat Picard d'intégrer cette question dans le cadre de la sécurité sociale. Alors, autre élément qui est intervenu, c'est la question de la digitalisation et de l'aspect humain. Il faut de l'empathie, donc ça c'est l'aspect présence humaine, il faut donner de la confiance. À nouveau, l'avocat Picard a dit, c'est bien l'empathie, mais il faut qu'elle soit aussi professionnelle.
On ne peut pas être simplement empathique, il faut aussi avoir une approche de type professionnel. Il a parlé du rôle important des assistants sociaux, que les assistants sociaux pourraient jouer dans le cadre de la prévention des conflits, dans le cadre des cabinets multidisciplinaires. Ensuite, nous avons eu le commissaire européen, M. Reynders. Bon, je ne vais pas reprendre ce que vous venez de dire. Simplement, on peut simplement noter qu'il y a une dimension européenne qui est très importante, qui est aussi un moteur pour l'action au niveau belge, un moteur par le biais des réglementations, des propositions qui sont faites, aussi par le biais des budgets qui sont mis à disposition des États membres pour mener des projets de modernisation. Et je veux simplement accentuer deux éléments. Il faut un intérêt particulier pour les personnes vulnérables et d'autre part, donc la numérisation ne peut pas se faire contre les personnes vulnérables, d'autre part, la numérisation ne peut pas se faire contre l'état de droit. Ça, ce sont les deux lignes de force que je retiens et qui sont effectivement des guidelines importants pour la modernisation et la digitalisation de la justice. Alors, en conclusion, je vais essayer de faire mes propres conclusions de tout ce qui a été dit. Bon, ce sera évidemment très sommaire par rapport à la richesse et au foisonnement de ce qui a été dit. Bon, le premier constat, la digitalisation est en marche. On ne l'arrête pas. Elle est là. Il faut y contribuer. Deuxième élément, c'est un moyen. Ce n'est pas un objectif, c'est un moyen, mais c'est un moyen qui peut nous apporter beaucoup. Et j'ai entendu l'idée du commissaire européen de la numérisation par défaut, au moins pour les professionnels de la justice. C'est ce vers quoi nous allons nécessairement aller. Troisième élément, la digitalisation crée un risque de décrochage. Elle peut renforcer les inégalités. On a parlé de l'impossibilité pour certains d'accéder à un service informatique, la difficulté d'avoir sur un vieux GSM des informations pertinentes pour pouvoir se défendre en justice. Mais, et ça c'est un élément important, j'ai noté cet après-midi que la fracture numérique n'est sans doute pas le premier problème des personnes qui sont dans la pauvreté. La question de l'accès à la justice ne se définit pas d'abord par la question de l'accès aux outils technologiques, mais d'abord plus généralement par un problème de confiance dans le système, du fait que le système va aider et qu'il est possible d'entrer dans ce système. Et par rapport à ça, ce qui est proposé, c'est une approche plus holistique qui intervient plus en amont, de façon multidisciplinaire, avec l'ensemble des acteurs de la société et pas seulement les professionnels du droit. Et pour terminer, mon cinquième point, à travers l'ensemble des interventions, il y a l'idée que l'humain doit rester au centre, quelle que soit l'ampleur des réformes qui sont menées. Alors, en ce qui concerne le SPF Justice, puisqu'on me demande aussi de dire quel est le champ d'action du SPF Justice, bon, je pense que le Président en a déjà parlé ce matin. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que ce colloque est un moment dans un processus de réflexion que nous menons, et cette problématique est centrale pour le SPF Justice. Ce colloque sera suivi par d'autres colloques sur la même question, et en écho, il y a un certain nombre de projets qui sont développés par le SPF Justice par rapport à ça. Dus ik wens nu. Maintenant, j'aimerais souhaiter à tous les orateurs et à tous les modérateurs, j'aimerais les remercier, j'aimerais remercier la participation des personnes en ligne. Et je remercie également l'équipe organisationnelle. La décision de le faire en ligne a été prise vendredi, donc c'était à très court terme qu'on a pu organiser un colloque fascinant, passionnant et très utile. En ik ben hier dan nog om u te danken, Daniel Floor. Je suis ici également pour vous remercier, Daniel Floor, d'avoir présenté vos conclusions. Mon collègue Eddie vous dit bonjour, au revoir, parce qu'il devait nous quitter. Et en fin de compte, il n'y a rien
qu'on peut ajouter parce que Daniel Fleur vous a donné des conclusions excellentes. Et j'aimerais également remercier l'organisation d'avoir rendu possible cet événement pendant ce temps Corona et d'avoir pu organiser un colloque tout en sécurité. J'aimerais également remercier les techniciens dans la salle parce que c'était pas aisé d'impliquer les gens à domicile. Vous, à la maison également, je vous remercie d'avoir suivi toute cette journée. J'espère que vous avez appris des choses et j'aimerais remercier tous nos orateurs, donc commissaire européen Didier Reynders, Didier Dubois, Kitse Marien, Valérie Delfosse, Fabienne Bayer, Erik Valkaren, Christine van Warenberg, Alexandre Lexil, Elise Dermine, Bart Willox, Christine Mailly, Steven Gibbons, Jean-Marc Picard et bien sûr Jean-Paul Janssens ce matin tôt et le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. Je vous remercie tous et à une prochaine fois.